Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents à cette conférence du LINET, le Laboratoire d'intégration du numérique en enseignement de la traduction, ou l'INET. C'est un groupe de recherche qui a été mis sur pied à l'initiative de l'Association canadienne des écoles en traduction, ou ACET. Son objectif, c'est d'encourager la recherche en français orientée vers les innovations technologiques, les innovations pédagogiques qui touchent la formation en traduction à l'ère du numérique. Le noyau de l'équipe du LINET s'est composé de Valérie Florentin, Éric Poirier, qui est ici avec nous aujourd'hui, René Desjardins et moi-même et Alexandra Élinière. On tient quand même à souligner l'aide de Zélie Guevel pour la mise sur pied du LINET et le soutien financier de l'Université Laval, de l'UQTR, de l'Université de Saint-Boniface, du Collège Glendon et du CRSH. Donc, comme certains d'entre vous le savent déjà, mais d'autres ne le savent peut-être pas, le Linet, c'est aussi un blog. On a un appel à articles qui est perpétuellement en cours. D'ailleurs, pour les personnes étudiantes, nous offrons des bourses d'une valeur de 350 et un accompagnement personnalisé pour la soumission d'un billet de blog qui serait en lien avec les thèmes du Linet. Pour de plus amples détails, je vais vous inviter à consulter notre site web que j'ajoute dans le clavardage à l'instant. Mais allez le consulter après, là, c'est le temps de la conférence. Euh, euh, la conférence de ce matin, donc, arrivons-y, est prononcée par Alain Breton et s'intitule L'évolution de l'interprétation de conférences de Nuremberg à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, Alain Breton qui est avec nous, merci, Monsieur Breton, est interprète de conférences et traducteur basé à Québec. Il est actif depuis 2006 et travaille en français, en anglais et espagnol et possède une solide maîtrise du japonais acquise lors de plusieurs années passées au Japon. Titulaire d'une maîtrise en interprétation de conférences de l'Université York, il détient aussi un baccalauréat en traduction de l'Université Laval, complété par des études à l'Universitat Autonoma de Barcelona et une formation en langue japonaise à Tokyo, où il a vécu pendant 6 ans. Il a offert ses services pour de nombreuses conférences internationales, ainsi que pour des institutions comme l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest et l'Institution nationale de la magistrature. Il siège également au conseil d'administration de l'OTIAC. Entrepreneur engagé, il est cofondateur du balado Found in Interpretation, dont vous verrez aussi le lien dans le clavardage. Son balado est donc consacré aux réalités du métier d'interprète, aux stratégies cognitives et à l'évolution de la profession. Alors, Monsieur Breton, la parole est à vous. Je vais rappeler à nos participants que la conférence est enregistrée et sera versée sur notre chaîne YouTube dans environ 2 semaines. Bonne conférence. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme on vient de le dire, de l'évolution de l'interprétation de conférences. On va commencer. Alors, voici mon plan de présentation. Premièrement, je vais vous parler des fondements. Quand on parle d'interprétation, de traduction, quelles sont les attentes? On va parler de la langue A, B, C, des modes d'interprétation, quelles sont les qualités dont on a besoin pour être un bon interprète. On va aussi voir en aperçu l'histoire et les origines pour bien comprendre le présent et l'avenir. Il faut quand même se tourner vers le passé. On va regarder l'évolution de l'interprétation, qu'est-ce qui est arrivé à l'interprétation simultanée. On dit souvent que le procès de Nuremberg, c'est le point de départ de l'interprétation simultanée. On va passer ça en aperçu. Et enfin, il y a un volet sur les technologies et l'intelligence artificielle. Quand on parle d'interprétation et non de traduction, souvent, quand je faisais ma formation de traducteur ou alors quand j'ai encore des amis qui sont traducteurs, souvent le premier commentaire que j'entends, c'est ah ben moi, je serais incapable d'être interprète. Pourquoi? Parce que j'aurais pas le temps de bien analyser, de réfléchir, d'y penser. Mais en fait, il faut jamais oublier que en traduction, quand les gens écrivent, souvent on a affaire à un texte soigné, on a le temps de vérifier ses sources. C'est vrai que l'interprète agit toujours dans l'instant présent, dans le moment. Il doit connaître son sujet, il doit être capable de bien synthétiser l'information, mais il ne faut pas oublier non plus que les gens n'écrivent pas comme ils parlent. Quand les gens écrivent, bon, il y a une réflexion derrière,
Par contre, quand les gens parlent, ils sont parfois un peu perdus et ils vont s'interrompre eux-mêmes, ils vont hésiter, ils vont reformuler. Et le travail de l'interprète, c'est beaucoup plus un travail de synthèse où on va aller chercher l'essentiel, faire le ménage, le comprendre et le transmettre dans une autre langue. Quand on le regarde de ce point de vue-là, s'il y a des traducteurs qui créent encore l'interprétation, ben, je vous encouragerais en disant que vu que les gens ne s'expriment pas quand ils parlent que comme quand ils écrivent, la tâche n'est pas aussi immense qu'on peut se l'imaginer. Par contre, pour tout interprète, la plus grande difficulté, c'est quand quelqu'un lit un texte. Alors là, quand quelqu'un lit un texte et on n'a pas le script à l'avance, alors là, c'est beaucoup plus difficile parce que là, on combine les deux aspects les plus difficiles, soit la qualité de la langue à l'écrit et avoir à s'exprimer comme un texte. Alors là, c'est là où on peut avoir beaucoup plus de difficultés, mais de façon générale, je vous dirais que dans 95% des cas, tout dépendant bien entendu dans quel domaine on se trouve ou quelle concentration d'interprétation, je vous dirais que la plupart du temps, on n'a pas affaire à ces textes écrits-là, mais je voulais quand même mettre la table, puis je voulais présenter cette nuance-là dès le départ. Mais qu'est-ce que ça prend pour devenir un bon interprète? Bon, bien entendu, ça va de soi. Ça prend au moins deux langues que l'on maîtrise. Langue maternelle, langue active, langue dans laquelle on a une compréhension immédiate. Il faut être capable de bien s'exprimer dans cette langue-là. Et ça prend aussi une bonne mémoire surtout à court terme. Ça prend de la concentration. Si vous êtes TDAH, je ne vous conseille pas de devenir interprète parce que vous devez rester très concentré pendant 30 minutes. Ensuite, ça prend aussi beaucoup une grande culture générale. Il faut devenir une espèce d'encyclopédie humaine. Il faut connaître sur tous les sujets, même les sujets dans lesquels on ne s'intéresse pas. Si, par exemple, vous n'êtes pas amateur de sport, vous devez quand même savoir si le Canadien a gagné ou a perdu hier, parce que peut-être qu'à la réunion le lendemain, le premier commentaire de la journée, ça va justement être un commentaire sur le hockey. Alors, vous devez avoir une grande culture générale, mais si vous choisissez une concentration, alors vous devez devenir vraiment un spécialiste dans ce domaine-là, qu'on parle de politique, de médecine, de droit, de finance, des sciences. L'interprétation, ça touche tout et ça croise tous les domaines de la société. Bien entendu, il faut avoir un talent d'orateur. Il faut avoir une bonne voix, tenter d'avoir une voix agréable, travailler sur celle-ci, travailler sur euh, la façon dont on s'exprime. Jouer avec le timbre de voix fait partie aussi d'une bonne qualité de l'interprétation. Il faut aussi, quand on est interprète, euh, avoir une résistance au stress. On peut être stressé avant un événement si jamais on trébuche pendant que quelqu'un a dit quelque chose, on n'est pas trop certain. Il faut être capable de revenir sur nos pas et puis d'aller de l'avant. Mais je vous dirais aussi que le stress de la conférence, c'est pas le seul stress avec lequel l'interprète doit vivre. L'interprète de nos jours, surtout dans notre marché ici au Québec et au Canada, c'est aussi le marché du travailleur autonome. Si vous vous êtes inquiet, si vous êtes anxieux parce que vous vous dites, mon Dieu, j'ai pas beaucoup de travail au mois de mars, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il faut avoir une résistance intérieure pour être capable de se dire, ben, à chaque année, au mois de mars, c'est vrai que 3 semaines avant le début, ça va moins bien, mais ensuite de ça, soudainement, les contrats arrivent. Alors, il faut un peu avoir cette espèce de confiance toujours en l'avenir quand on est travailleur autonome, quel que soit le domaine de toute façon, mais aussi en interprétation, parce qu'en interprétation, je vous dirais que il y a beaucoup plus dans notre marché de travailleurs indépendants, de travailleurs autonomes que de salariés. Si on devient salarié au gouvernement fédéral ou pour une législature provinciale comme en Ontario, oui, il y a des possibilités d'emploi pour un poste à temps plein comme interprète, mais je vous dirais que la plupart sur notre marché sont des travailleurs autonomes. Donc, il y a aussi ce côté-là de stress
à gérer. Et bien entendu, ça prend une grande éthique. On entend souvent des informations privilégiées quand on est interprète. Je vous fais grâce des derniers scandales qu'on voit dans les nouvelles où moi, je me dis, ah, il y a 5, 6, 7 ans, je le savais, j'assistais à cette réunion, mais je n'ai pas pu en parler à personne. Alors, je vais une fois de plus me garder le secret professionnel et je ne vous dévoilerai pas de quoi je parle. Ensuite, parfait. Et j'aimerais aussi vous parler de ce que l'on parle quand on parle de la langue A, B et C. Bien entendu, si on est en traduction et interprétation, on est familier avec ce concept-là, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde qui se trouve ici. Et j'ai aussi mon grain de sel à ajouter là-dessus. Euh, Souvent, les gens vont dire, bon, ben moi, moi, j'ai une langue A ou j'ai deux langues A parce que moi, je m'exprime aussi bien en français qu'en anglais. Et parfois, puis même moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je m'étais un peu offusqué quand j'ai commencé dans ma vingtaine, quand on m'avait dit, ben, toi, ton anglais, c'est une langue B. Moi, j'étais là, ben, ma famille est américaine, j'ai vécu dans l'Ouest canadien, je m'exprime bien en anglais, il n'y a rien y a rien qui m'échappe. Pourquoi est-ce que je serais une langue B? En fait, c'est souvent chez l'étudiant, par exemple, ça pourrait être vu comme une critique par rapport à son habileté. C'est pour ça que je voulais démystifier un peu pour moi de quoi on parle quand on parle de langue A, B ou C. Pour moi, la langue A, c'est vraiment la langue de formation, la langue dans laquelle on a été éduqué. Par exemple, moi, j'ai fait mon primaire, mon secondaire, mon cégep et mes études de premier cycle à l'université en français. J'étais, par exemple, à l'Université Laval. C'est la langue dans laquelle j'ai été éduqué. Même si l'espagnol, c'est une de mes langues, entre guillemets, maternelles, parce que ma mère me l'a enseigné, je n'ai pas été éduqué en espagnol, même si j'ai été faire, par exemple, des études à Barcelone. Ensuite, la langue B, c'est la langue qu'on a acquise, la langue dans laquelle on peut très, très bien s'exprimer, laquelle on maîtrise, mais justement, il peut manquer, par exemple, c'est pas nécessairement dans l'habileté linguistique, mais je vais vous donner un exemple dans quelques instants pour vraiment faire la distinction entre la langue A et la langue B. La langue C, je vous donnerai l'exemple de mon japonais, que je comprends. Je n'irai pas, par exemple, faire du français vers le japonais, quoi, quand je parle japonais, j'irai plutôt vers du japonais vers le français, parce qu'on part de la langue C vers la langue A et non de la langue A vers la langue C. Donc, la langue C, c'est vraiment la langue que l'on comprend. On est capable de s'exprimer dans la vie de tous les jours, mais ce n'est pas nécessairement la langue qui va être la langue qui va bien aller pour une prestation à l'interprétation. Souvent, l'exemple que je vais donner pour être capable de distinguer la langue A et la langue B, c'est un peu le test de la table de multiplication. Si je dis 5 fois 4, 20, je l'ai appris 5 fois 5, 25. Je l'ai appris quand j'étais enfant. On a tous appris, j'espère bien, notre table de multiplication par cœur. Mais si soudainement, on me demande de le faire en anglais, soudainement, il y a une petite hésitation qui vient à l'esprit. Alors, ce sont ces petites choses-là. Souvent, quand on parle de maths, souvent, c'est là où le bas blesse et c'est là où on est capable vraiment de distinguer entre la langue A et la langue B. Ou, par exemple, je suis un peu plus vieux, c'est peut-être moins actuel, mais moi, par exemple, le Notre Père, je parle ici de la religion catholique, le Notre Père, je le connais par cœur en français, mais je n'ai pas appris le Notre Père en anglais. Alors, c'est pour ça, justement, c'est parce que je suis francophone, puis même si je sais très bien m'exprimer en anglais ou en espagnol, alors, c'est ces petites choses-là qui vont manquer parfois pour vraiment être capable de distinguer la langue A, la langue B et la langue C. Alors, je voulais apporter cette précision-là. L'interprétation, on va parler souvent de trois modes d'interprétation. On va parler d'interprétation consécutive, de chuchotage et de simultané. Mais les deux grands piliers, à mon avis, vraiment consécutive et simultanée. La consécutive, euh, c'est on entend un discours, on prend des notes et ensuite on, on l'exprime dans la langue d'arrivée. Ça, c'est de la consécutive. Et jusqu'à Nuremberg, jusqu'au procès de Nuremberg, on croyait que c'était la seule qui était possible. On ne croyait même pas humainement possible l'interprétation simultanée.
Du moins, c'est ce que j'ai lu. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais on disait non, 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 c'est vraiment la consécutive qui va de l'avant. Et ensuite, bien entendu, on connaît tous la simultanée. On entend, on comprend et ensuite on s'exprime dans la langue d'arrivée. Et pour le chuchotage, ben, c'est un peu une espèce de entre-deux où on est à côté de quelqu'un et puis on lui chuchote à l'oreille l'information qui est partagée. Euh, L'interprétation, auparavant, ben, c'était un domaine où on était toujours à l'extérieur de la maison, où on allait toujours, on se présente en personne dans les grandes conférences, on rencontre les grands de ce monde. C'était l'interprétation jusqu'à un certain moment, c'était vraiment une profession où euh, tout se passait vraiment à haut niveau. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. En fait, l'interprétation simultanée, on dit souvent que Nuremberg, c'est le moment de départ de l'interprétation simultanée. Mais en fait, dès le début du 20e siècle, on commençait déjà à expérimenter avec l'interprétation simultanée. La photo qu'on voit ici, c'est une photo qui a été trouvée dans les archives où c'est une conférence en URSS en 1928 où on a tenté l'expérience en interprétation simultanée. On peut voir ici que les cabines à cette époque-là étaient très différentes des cabines d'interprétation aujourd'hui. Voilà, excusez-moi. Bon, alors ensuite, on est arrivé à la révolution technologique. Euh, Souvent, on entend que la première interprétation de conférence, c'est Nuremberg, mais il y a quand même eu un exploit que je tiens à souligner, celui de André Kamenker. Il a fait une interprétation simultanée d'un discours de Hitler à la radio française en 1933, lors de la prise de pouvoir de Hitler. Alors, c'est la première interprétation simultanée documentée, quoiqu'elle n'ait pas été vraiment reconnue à l'époque. C'est plutôt ensuite, avec le regard de l'histoire, qu'on s'aperçoit de l'exploit de ce grand interprète très connu de son époque. Euh, Pourquoi est-ce que Nuremberg est le moment de naissance pour l'interprétation simultanée? En fait, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, le procès pour juger les criminels nazis, le procès devait se passer entre quatre langues, en français, en russe, en allemand et en français. Si on avait utilisé des techniques d'interprétation consécutive, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Alors, c'est pour ça que IBM est arrivé avec sa solution, une solution qui ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui avec console, micro, écouteur, mais contrairement à la technologie d'aujourd'hui, il y avait seulement un micro pour deux interprètes et bien entendu, tout était filaire, le sans-fil n'existait pas, mais au moins grâce à ça, on a réussi à faire à rendre plus rapidement le procès en interprétation simultanée. Euh, et le procès de Nuremberg a vraiment amené une légitimité à l'interprétation simultanée. Il y avait pour le procès une équipe de 36 interprètes officiels, trois équipes de 12. Et ce que j'ai lu, c'est que les rotations étaient non pas comme aujourd'hui en interprétation de conférence de 20 à 30 minutes, mais plutôt de 85 minutes. Alors, on peut s'imaginer la charge mentale pour les interprètes. Et nombre d'entre eux étaient d'origine juive. Alors, il y avait aussi tout cet impact d'être témoin des atrocités qui sont arrivées à leur père lors des procès. Alors, je ne peux pas imaginer combien difficile ça devait être pour ces interprètes-là. Alors, le succès du procès a
bien entendu, propulser la technologie. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu l'interprétation simultanée prendre son ampleur. Ensuite de ça, on a vu une espèce de stabilisation du domaine. Je pars de 1946 à 2019. C'est là qu'on a eu la création de l'AIC. C'est là, comme je vous racontais, que les interprètes ont un travail prestigieux. Ils voyagent, ils vont en cabine, ils ne s'occupent aucunement de la technique. C'est vraiment l'interprète arrive, il est à sa console, il a préparé sa terminologie, il fait sa performance. On est en cabine de 2 ou 3 interprètes selon la durée de la conférence. Et puis, on a à ce moment-là 60 ans de stabilité où on a vraiment ce modèle de micro-casque et il n'y a pas vraiment de rival. Là, ensuite, ben, tout le monde s'en souvient, bien entendu, c'est encore de l'histoire récente, il y a la COVID. On se souvient tous, le monde a arrêté. Et quand on parle d'un domaine qui dépend des voyages, des contacts humains, de conférences, soudainement, quand le monde s'arrête, alors l'interprétation, du moins pour tous nous, nombre d'entre nous qui sont travailleurs autonomes, ben, tout s'est arrêté. Du jour au lendemain, on se retrouve sans travail. Du jour au lendemain, on a, je veux dire, pour beaucoup d'entre nous, on ne cotise pas à l'assurance chômage parce qu'on est travailleur autonome, on ne dépend pas d'un employeur. Alors, on a dû attendre quelques mois, mais vu que la vie a horreur du vide et il y a un besoin à combler, soudainement, des technologies qui n'étaient pas très connus, je vous dirais, ont émergé. On parle des plateformes comme Kudo, comme Interprofy, comme Zoom, Team, WebEx. Chaque grande compagnie technologique a tenté d'amener sa solution pour combler le besoin de l'interprétation. Les gens, pandémie ou non, ont quand même besoin de communiquer. Alors, je vous dirais que tout est arrêté je vous dirais en mars 2020 et arrivé au mois d'août 2020, alors là, on faisait beaucoup d'interprétations en ligne et entre le mois d'août et le mois de décembre, on a rattrapé euh, pas mal toute l'année au complet. Je vous dirais que c'était quand même les mois les plus fous qu'on a connus à cause du nombre de contrats, parce que soudainement, tout le monde qui avait arrêté voulait reprendre à l'automne, en plus des demandes habituelles qu'on a à l'automne. Alors, c'est là où l'interprétation à distance a vraiment pris son ampleur. Alors, c'est pour ça que quand on pense ici aux différents points tournants, on avait le chuchotage, il y a eu Nuremberg, soudainement, c'est la simultanée. Ensuite, il y a la COVID, tout s'arrête, on a besoin de faire des conférences. Alors, c'est là que l'interprétation à distance prend son ampleur. Maintenant, je vais passer au volet d'avantages et inconvénients de l'interprétation à distance, qu'on appelle aussi RSI, RSI pour Remote Simultaneous Interpretation. Du point de vue des avantages, c'est sûr qu'on n'a pas de restrictions géographiques ou sanitaires comme lors de la COVID. On est chez soi, on n'a pas de dépenses à l'extérieur de la maison, on n'a pas de dépenses de voiture, ça coûte moins cher pour le client d'organiser des événements, point important pour tout à l'heure, moins cher. Ils n'ont pas l'hôtel à payer pour les interprètes, le per diem, etc. Le client, tout ce qu'il doit payer, c'est la rémunération de l'interprète. Donc, ça, il y a une réduction des coûts de déplacement et ça l'a permis à nombre d'interprètes indépendants de travailler vraiment à l'international sans sortir de chez soi. Il y a quand même un avantage à ça. Moi, je viens de la ville de Québec. À Québec, j'aurais pas seulement pu vraiment vivre de l'interprétation. Il aurait toujours fallu que je compense un peu plus avec de la traduction ou quelque chose d'autre qui soit peut-être connexe. J'ai par exemple un ami qui est interprète ici à Québec et puis lui, il travaillait dans un hôtel
Et il était interprète une fois de temps en temps, mais aujourd'hui, on s'entend qu'il est interprète à temps plein parce que, il y a beaucoup plus de possibilités. Par contre, l'inconvénient, c'est bien entendu l'isolement professionnel. Comme tout le monde qui fait du télétravail, les interprètes sont des gens qui aiment sortir, des gens qui aiment voyager, des gens qui aiment communiquer. Alors, mentalement, c'est pas facile d'équilibrer ça dans notre esprit. Moi, je suis devenu interprète parce que j'aime bouger. Là, soudainement, je suis chez moi. Alors, il y a une période d'adaptation à ça quand même. Et il y a aussi le manque d'entraide parfois entre les interprètes quand on ne les connaît pas. Si je travaille pour une agence que je ne connais pas nécessairement et que je rencontre des nouveaux interprètes, ben, la communication n'est pas toujours facile. Donc, il y a vraiment il y a un peu d'isolement ici qui peut avoir lieu. On peut aussi, si on n'est pas dans un environnement propice à travailler, ben, les conditions de travail ne sont pas très joyeuses non plus. Par exemple, je connais des interprètes qui ont des jeunes enfants. Alors, parfois, c'est difficile, ou ils ont un chien qui jappe. Le facteur va arriver, il va sonner à la porte, même si on a mis une grosse feuille à la porte pour dire ne pas sonner. Alors, on peut être dérangé à la maison aussi. Ça fait partie des inconvénients. Alors, à cause de tout ça, il peut y avoir un stress accru. Combien de fois j'entends un interprète qui n'a pas une panne d'électricité? Là, soudainement, on est en hiver, Hydro-Québec, panne d'électricité, ou alors ils vont rénover la rue, et puis là, soudainement, il y a des constructions, et puis qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de bruit chez moi, je m'inquiète, je ne suis pas capable de me concentrer. Alors, être chez soi, il y a des pour et des contre. C'est pour ça que l'interprète aujourd'hui doit être beaucoup plus qu'un interprète. L'interprète aujourd'hui doit aussi s'assurer de s'équiper pour l'interprétation à distance. Il faut s'assurer il faut investir, je vous dirais, pour avoir le meilleur micro, la meilleure connexion Internet, le meilleur ordinateur, une connexion filaire et non une connexion Wi-Fi. Euh, il faut essayer de diminuer les risques le plus possible. Moi, par exemple, j'ai une pile en dessous de mon bureau qui me permet de maintenir mon ordinateur allumé et puis l'Internet de tout mon équipement pendant 6 heures. Même si j'ai une panne électrique et une panne de courant, moi, je suis capable de durer encore pendant 6 heures, mais ce n'est pas le cas de tous les interprètes. Alors, il faut vraiment investir dans l'équipement. Puis pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, chez certains interprètes, c'est encore quelque chose à améliorer. On pense encore qu'un micro-casque à 5 peut faire le travail. On pense encore que son vieil ordinateur sur Windows de 10 ans peut encore faire le travail. Il est arrivé, par exemple, une fois à une conférence, un interprète qui a dit, ah ben mon ordinateur, il ne peut pas faire une mise à jour de Teams, donc je ne peux pas me présenter à la conférence et la conférence débute dans 20 minutes. Alors, leur interprète dit, ah, ben, je vais aller au Best Buy pour m'acheter un ordinateur. On a déjà vu ça dans des conférences. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'on soit dans le meilleur environnement possible, l'environnement le plus ergonomique. Moi, par exemple, j'ai un bureau assis debout. J'ai acheté une chaise qui est vraiment beaucoup plus confortable. Donc, j'ai vraiment travaillé dans les dernières années à m'assurer que les conditions de travail ici à la maison soient encore plus confortables que si j'étais en cabine et en présentiel. Alors, si on est capable de faire ça, la vie de l'interprète à distance devient tellement agréable. Pourquoi? Parce qu'on a réussi, grâce à l'ergonomie, à créer un environnement de travail encore plus propice. Alors, mais souvent, les gens, on dirait qu'ils n'ont pas ce réflexe-là d'investir vraiment. Ça coûte quelques milliers de dollars, j'en conviens, mais c'est vraiment important. Et en plus, quand on se présente comme ça rassure les agences avec qui on travaille, ça rassure ultimement le client. Alors, maintenant, on va passer au prochain volet. Euh, Donc, on a passé de la consécutive, la simultanée, l'interprétation à distance, et maintenant, on arrive à l'éléphant dans la pièce, l'intelligence artificielle. Ben, il faut être capable de se comprendre de quoi on parle actuellement quand on parle d'intelligence artificielle en interprétation. Euh, en fait, euh,
On dit souvent, puis même dans notre domaine, il y a tout le monde ici, on se le répète entre nous, que la machine ne comprend pas. Enfin, c'est vrai qu'elle ne comprend pas, mais comment est-ce qu'elle peut quand même tenter de produire un résultat? Euh, c'est en fait, on passe d'un logiciel qui fait de la reconnaissance vocale, la transforme en texte, la passe dans un traducteur comme par exemple DeepL, et ensuite il y a une voix synthétisée qui va euh, euh, lire, si je peux employer l'expression, elle va lire qu'est-ce qui est écrit. Alors, fondamentalement, peu importe les améliorations technologiques perçues, ça reste quand même ce niveau-là à la base de l'interprétation avec l'intelligence artificielle. Et puis, j'ai trouvé ici, il existe des logiciels d'intelligence artificielle en interprétation. Le plus populaire s'appelle Wordly. Wordly, euh, on commence à le voir sur le terrain, mais selon une étude qui a été réalisée par the American Translators Association, euh, la qualité de l'interprétation avec Wordly n'est pas encore au rendez-vous. Euh, Seulement une interprétation sur 90 qu'on a essayé avait atteint le seuil de 75%. Euh, la, on peut voir, je ne sais pas si c'est trop petit ici à l'écran, mais quand on regarde la langue source et la langue d'arrivée, par exemple, si je prends au hasard comme ça, si je passe du français au russe, ben, le taux d'exactitude est de 35%. Par contre, si je prends deux langues beaucoup plus proches l'une de l'autre, le français et l'espagnol, ben, on tombe à 60%. Donc, même deux langues qui sont quand même proches entre le français et l'espagnol, le taux de réussite est à 60%. Mais pourquoi est-ce que le taux de réussite n'est pas si élevé? Ben, parce que la machine, elle entend une prononciation, mais elle va déformer les noms des pays, le nom des individus. Est-ce que c'est millions ou milliards? Plutôt, on dit en anglais, million or billion. Est-ce qu'elle l'a bien entendu? Ben, ça va dépendre de la qualité du micro de la personne qui prononce le discours, mais l'interprète qui est en l'humain, lui, selon le contexte et la diapositive devant lui, va être capable de savoir si c'est million ou billion. Par contre, la machine, elle ne fera pas cette distinction-là. Alors, elle va tout simplement réciter sans réflexion qu'est-ce qu'elle entend. Alors, on a de noms de pays qui sont déformés. On a du sexisme algorithmique. Est-ce que c'est un monsieur? Est-ce que c'est une madame? Est-ce que c'est un ou deux les uns les autres, comme on peut voir, est-ce que c'est des pronoms féminins, masculins, comme on peut entendre dans des conférences? La machine ne fera pas de distinction là-dessus. Les chiffres vont être incorrects. Ou alors, il y a eu, par exemple, des incidents où il y a eu une erreur diplomatique grave dans un discours en espagnol, euh, le Hamas, est, en allant de l'espagnol vers l'arabe, la machine n'avait pas été capable d'interpréter pour le Hamas. Et puis ensuite, dans la transcription, l'intelligence artificielle mentionnait les États-Unis au lieu du Hamas. Donc, la machine avait compris que les États-Unis sont le Hamas. Alors là, ben, on s'entend que c'est vraiment des grosses bourdes. C'est pour ça que le jugement humain va toujours rester extrêmement important et on ne peut pas laisser tout simplement dans les mains de la machine un incident diplomatique se produire comme ça. Et il y a aussi le manque de références culturelles. Euh, et ce qu'on se rend compte, puis j'en ai parlé même lors du podcast, c'est qu'il y a un décalage qui s'accumule plus la journée avance.
Donc, si quelqu'un, par exemple, prononce un discours, et là, il y a la machine peut avoir un décalage de 5-10 secondes, mais après une demi-heure ou 45 minutes, ben, on peut aller à un décalage. Eux autres, ils ont pris un décalage de 32 secondes dans leur étude, mais moi, j'entends parfois même des décalages allant jusqu'à 60 secondes. Donc, imaginez, vous êtes dans l'auditoire, vous mettez des écouteurs, vous entendez une voix robotique, et puis là, on parle d'une diapo vous entendez la dernière diapo et non la diapo que vous êtes en train de voir en ce moment. Alors, vous manquez l'essentiel du discours. Si quelqu'un fait une blague, ben, il faut être capable d'interpréter très rapidement. Vous ne voulez pas que la blague soit dite 60 secondes plus tard non plus. C'est vraiment. Alors, là-dessus, je vous dirais que l'intelligence artificielle, du moins à l'heure actuelle, n'est vraiment pas au rendez-vous. Donc, l'interprétation par machine est toujours en mode expérimental. Elle a des limites actuellement. Et ça me pose la question, ça me fait vraiment réfléchir au rôle de l'humain. L'humain est capable d'utiliser son jugement, l'humain est capable de comprendre les nuances culturelles. Et ça, c'est pas demain matin que la machine va vraiment être capable de remplacer l'humain à ce niveau-là. C'est vrai que pour bien des gens, il y a des gens qui vont me dire est-ce que l'intelligence artificielle dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que là, ça c'est le portrait aujourd'hui, mais qu'en est-il dans 5 ou 10 ans? Mais moi, ce que je peux répondre là-dessus, c'est que regardez par exemple les voitures qui se conduisent par elles-mêmes ou les camions. Euh, Est-ce que dans 5 ou 10 ans, vous pouvez imaginer sur l'autoroute 20 ou 40 entre Québec et Montréal, une série de camions qui n'aient pas de chauffeur? Est-ce qu'on va vraiment prendre ce risque-là? D'après moi, non, parce qu'il y a beaucoup trop de dangers, puis on va quand même vouloir faire confiance à l'humain et à son jugement du moment. Peut-être que l'intelligence artificielle peut venir et aider, assister l'être humain. Par contre, je pense qu'il y aura toujours un être humain aux commandes. Toutefois, est-ce qu'il va avoir de la place pour l'intelligence artificielle? Ben, je vous dirais que oui, dans la mesure où il y a bien des gens qui n'auraient pas utilisé l'interprétation, qui vont se mettre à l'utiliser parce que soudainement, ça devient plus accessible. Donc, autrement dit, la tarte devient plus grosse, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va venir manger mon lunch. Alors, c'est ça. Alors, c'est là ici que je vous parlais des limites de l'interprétation simultanée. Ça me fait penser, quand on parle de nuances culturelles, euh, j'avais vu une présentation sur l'interprétation en japonais, et puis j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des interprètes japonais, anglais lors de ma dernière visite à Tokyo. Et puis moi, je leur avais posé la question, je leur ai dit, est-ce que vous craignez l'intelligence artificielle? Il n'y a personne qui m'a répondu à l'affirmative parce que leur travail, eux, comme interprètes, c'est aussi d'être un pont culturel entre les gens qui visitent qui visitent le Japon par affaires, bien entendu, et leurs interlocuteurs. C'est, par exemple, si je dis en Japon, si je vous pose une question et puis en japonais, je vous réponds, je vais y réfléchir. Ben, en japonais, je vais y réfléchir, ça peut vouloir dire non. Parce que c'est pas une culture qui aime la confrontation, c'est pas une culture où les gens vont répondre directement à une question. Donc, tout dépend du ton de la voix. Tout dépend de la face, si, par exemple, je prends une pause. Dans ma pause, je viens de communiquer un message. Alors, la communication, ça va bien au-delà des mots. La communication, c'est le timbre de voix. La communication, c'est d'être capable de juger un peu l'atmosphère dans la pièce. Alors, si quelqu'un dit, ah, ben, je vais y réfléchir, ou si quelqu'un dit, je vais y réfléchir, c'est pas la même chose. Alors, la machine, elle, ne peut pas faire cette distinction-là. Et c'est pour ça que, selon moi,
l'être humain va toujours être là dans les moments les plus importants. Le danger pourrait être de dire, comme on entend en ce moment, que la machine va gruger le travail des jeunes interprètes, de ceux qui viennent d'arriver sur le marché et qui pourraient avoir moins de travail pour eux. Mais en même temps, je vous dirais que la peur ambiante qu'on entend actuellement par rapport au fait que la machine ou l'intelligence artificielle va remplacer les interprètes, ça fait peur peut-être à des jeunes. Ça, il faudrait peut-être poser la question à M. Poirier, il va peut-être mieux le savoir que moi. Mais je suppose qu'en ce moment, il y a peut-être des jeunes qui ne voudront pas aller en interprétation en se disant, ben, il n'y aura pas de travail pour moi dans 10 ans. Pourquoi est-ce que j'irais dans ce domaine-là? Alors, si quelqu'un ose prendre le risque, ben, peut-être qu'il va continuer à trouver du travail, justement parce qu'il va avoir cette espèce de croisement entre la peur de ne pas avoir de travail et le fait qu'il y ait de moins en moins d'interprètes sur le marché. Donc, ceux qui vont entrer sur le marché vont réussir à trouver quelque chose. Mais ça, l'avenir nous le dira. Je voulais aussi apporter une réflexion en conclusion. Euh, il y a nombre d'interprètes avec qui je parle, puis des fois, je leur pose la question, je leur dis, si en 2018, je t'avais dit qu'en 2026, on aurait plus de travail que jamais, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Puis il y a beaucoup d'interprètes qui disent, ben non, j'aurais dit que c'est impossible à cause des changements technologiques, etc. Mais en fait, il est arrivé un drôle de croisement. Vu qu'on n'a plus de barrières géographiques, auparavant, il fallait attendre les conférences, les événements étaient très, très chers, il fallait se déplacer dans n'importe quelle ville, mais aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on est capable d'organiser des conférences sans que ce soit trop cher. Puis la conférence d'aujourd'hui en est un très bon exemple aussi. Et il y a eu en même temps, au alentour des années début 2020, l'éveil de mouvements sociaux. Quand on parle d'accessibilité, de diversité, de respect des langues, euh, aujourd'hui, le réflexe n'est plus tout simplement de dire, ah, il y a un nom francophone. Ah, Francis, est-ce que tu parles anglais? Oui, OK, parfait. On n'a pas besoin d'avoir un interprète. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, c'est, ah, il y a un francophone, parfait. On va embaucher des interprètes pour s'assurer que l'individu se sente respecté et que celui-ci ne soit pas mis à part, qu'il puisse s'exprimer s'il le désire dans sa propre langue. On parle ici d'un changement culturel. Alors, si on combine changement culturel et conférence à bas prix, sans nécessairement avoir touché la rémunération de l'interprète, ça c'est très important de le souligner, l'interprétation, les honoraires pour des interprètes de conférences n'ont pas baissé depuis les changements technologiques, ils sont en train d'augmenter. C'est que ça aurait pu paraître contre-intuitif. Alors, maintenant qu'on passe de conférences qui sont faciles à organiser et des événements sociaux où on se dit maintenant on a plus besoin d'interprétation qu'auparavant, alors là, le nombre d'affectations que l'on a à distance a explosé. Et quand on parle aujourd'hui d'une pénurie d'interprètes, c'est vrai que c'est différent selon différents secteurs. Par exemple, si on parle d'interprètes communautaires au palais de justice ou dans les hôpitaux, c'est pas le même marché que l'interprétation de conférences. Mais actuellement, je n'ai pas lu d'études ici au Québec à ce sujet. Ce serait peut-être intéressant un jour d'en avoir une sur l'augmentation de la rémunération de nombreux interprètes de conférences aujourd'hui. Si on avait à faire un avant et un après la COVID, je vous dis, je serais prêt à parier que l'avenir est bien plus prometteur qu'on ne l'aurait imaginé au départ, malgré tous les changements technologiques. Alors voilà, ceci conclut ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Breton. Je vous invite à arrêter votre partage pour qu'on puisse se voir Oui, tous c'est ce le que je... visage Voilà. pendant
la période de questions. Donc, merci beaucoup Oui. pour cette présentation qui était très complète et qui a brossé un portrait quand même large, mais précis sur la fin. Donc, je vous remercie. Est-ce qu'on a déjà des gens qui ont des questions? S'il y en a pas, moi, j'en ai. J'aurais pas dû dire que j'en avais, hein, parce que là, maintenant, vous attendez la mienne. Euh, ma question est la suivante, puis je pense que vous en avez parlé un peu, mais ce que j'ai constaté dans ma pratique en tant que traductrice, c'est que j'ai des personnes qui n'avaient jamais utilisé la traduction, qui se sont tournées vers l'intelligence artificielle en pensant que, ah ben maintenant que ça existe, on a les moyens de faire traduire. Puis là, évidemment, le résultat était désastreux et qui finalement se sont tournés vers des traducteurs, traductrices professionnels. Donc, c'est comme vous le disiez, c'est un marché qui n'existait pas, qui s'est créé et qui a réalisé, ah ouais, peut-être que l'IA, c'est pas ce que j'ai besoin, donc on va finalement faire affaire avec des professionnels. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi en Ben, moi, interprétation? moi, personnellement, on me l'a plutôt raconté dans le podcast où, parce on a eu des entretiens avec des techniciens des compagnies d'audiovisuel. Et puis, ce qu'ils nous ont dit, c'est que parfois, les clients vont appeler en catastrophe à la dernière minute pour dire, mais écoutez, on s'est essayé avec l'interprétation machine et puis on a besoin immédiatement d'interprètes humains. Alors, Hmm. ça, on en entend parler, mais je vous dirais que pour le moment, du moins dans le marché Québec-Ontario, dans lequel je travaille beaucoup, j'en ai pas autant entendu parler. J'ai beaucoup plus OK. entendu parler de cela à l'international. OK. Donc, on est peut-être un peu en retard ou on a un marché plus en santé, donc on avait déjà plus de demandes. Ouais, ben notre marché dépend beaucoup du gouvernement fédéral. Hmm. Euh, et puis des institutions, relations, Québec, Ontario, Québec, Canada. Donc, vu qu'on est beaucoup dans le gouvernemental, dans le syndical, c'est pour ça que, à mon avis, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'impact actuellement. Pas dans cette portion-là du marché où ça Non, s'opère. c'est ça. D'autres questions? Ah, j'ai vu dans le clavardage, excusez-moi, Julie demande plus de détails techniques pour le UPS qui tient 6 heures, marque, modèle, donc l'unité de la batterie qui tient 6 heures. Pouvez-vous Écrivez-moi. partager ce que c'est? Il faudrait que j'aille revoir ça. En tout cas, ben, écoutez, écrivez. Si vous avez, moi aussi, mon courriel peut être écrit quelque part. Écrivez-moi en privé, puis je vais vous envoyer ce que j'ai. Ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là. Sinon, je dois aller sur mon historique d'achat. Envoyez-moi-le, puis je le mettrai dans la publication LinkedIn qui vous remerciera de votre D'accord. conférence. Parfait, parfait. Éric, tu avais une question? Oui, merci. Merci beaucoup, Alain, pour la présentation très complète. J'avais une question intéressée par rapport à la formation en interprétation. Quelle serait, vous en avez pas parlé beaucoup, puis c'est normal, c'était pas le propos, mais justement, avec les nouveaux outils, j'imagine qu'on doit intégrer ces outils-là dans la formation. Quelle est votre, ou aussi la durée, le niveau de la formation? Qu'est-ce que vous voyez Euh, ben, comme moi, critère? c'est Ouais. sûr que souvent, quand il y a pour de nombreux interprètes, l'interprétation n'a pas été le premier choix de carrière. L'interprétation, c'est souvent le deuxième, troisième ou parfois même le quatrième. Donc, les gens qui arrivent en interprétation ont souvent un gros bagage de culture générale, façonné par la vie, par leurs anciens travails, etc. Alors, à partir de là, moi, je pense que, bon, c'est sûr qu'il y a deux chemins. Si on est un jeune interprète qui commence, faire une bonne formation en traduction pour être capable de s'assurer qu'on ne soit pas plein d'anglicisme, qu'on puisse peaufiner notre langage. Moi, je crois beaucoup en la lecture et l'écriture pour être capable d'améliorer ses capacités linguistiques, surtout si on parle de notre langue A en cabine. Pour moi, on doit avoir des standards extrêmement élevés. Je veux dire, à l'impossible, nul n'est tenu, mais quand même, il faut tenter d'atteindre cette perfection.
Donc, il y a ce chemin-là qu'on peut faire avec des études universitaires, par exemple en traduction, ou alors un DESS ou une maîtrise en interprétation, mais ce n'est pas non plus le seul chemin. Bien entendu, bon, beaucoup d'interprètes qui sont sur le marché n'ont pas fait de maîtrise ou d'études supérieures en interprétation de façon plus spécifique, mais quand même une bonne base en langue universitaire est essentielle et surtout une bonne culture générale. Donc, c'est pour ça que je partais au départ des gens qui sont à leur deuxième, troisième, quatrième vague dans leur carrière et puis qui arrivent en interprétation. Ben, ces gens-là, il faut vraiment qu'ils peaufinent leur langue. Par contre, si on est un jeune et on commence notre carrière et on veut devenir interprète, ben moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de devenir justement ce que je disais tout à l'heure, cette espèce d'encyclopédie vivante où vous devez lire, 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 lire et vous informer le plus possible parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous attendre en interprétation. Euh, alors, la culture générale, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. On ne peut pas interpréter si on ne comprend pas. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, on aura beau avoir les meilleures capacités linguistiques, puis la plus belle diction, la plus belle voix, mais si on ne comprend pas ce qui est dit, alors c'est vraiment difficile. Puis il ne faut pas oublier non plus que ce ne sont pas tous les interlocuteurs qui sont des grands orateurs. Souvent, on a des gens qui se présentent au micro et qui hésitent, ne savent pas trop ce qu'ils disent, on ne comprend pas trop. Et puis là, il faut être capable, si la personne s'exprime bien et que je connais le sujet, je vais faire une belle prestation. Si la personne s'exprime mal, et que moi, je comprends le sujet, je vais être capable de faire un excellent travail. Mais si la personne s'exprime mal et que moi, je comprends absolument rien, et en plus, il y a un problème de son, alors là, c'est une catastrophe pour tout le monde. En effet. Merci. Merci beaucoup, Alain. Plaisir. Merci, Eric. Madame Boffa. Oui, bonjour. Merci Alain pour Oui. ta présentation. Euh, J'apprécie vraiment ton optimisme au sujet de l'IA. C'est rassurant de savoir qu'on va peut-être pas perdre tant de travail que ça finalement. Mais j'ai entendu dire que les nouveaux programmes de formation d'interprètes qui ont été mis en place au Québec, et moi-même, je suis inscrite à un de ceux-là, pardon. Ils ont été financés par le gouvernement fédéral pour inonder le marché et faire baisser les prix. Donc, est-ce que tu penses que ça va avoir Ben, la conséquence qu'on va avoir moins de travail? non. Non. Euh, non. C'est sûr qu'il y a l'offre et la demande. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui vont faire des études dans un domaine, mais ils n'iront pas nécessairement travailler dans ce domaine-là. C'est dans tous les domaines. C'est pas parce qu'on fait des études dans un domaine qu'on va réussir dans le domaine, parce que pour réussir en interprétation, puis je pourrais bien le dire de bien d'autres domaines, ben dans notre domaine à nous, quand on est travailleur autonome, comme je le disais au début de la présentation, c'est beaucoup plus que tout simplement des capacités linguistiques et un diplôme qui fait qu'on est capable de réussir ou non. C'est d'avoir l'habilité de se distinguer, c'est de faire des contacts, c'est d'être un bon compagnon, une compagnonne de cabine. Il y a beaucoup de facteurs. C'est un peu l'iceberg, là. Ce qu'on voit en haut et tout ce qui se cache en bas. Hmm. Alors, il y a toujours moyen de se distinguer. Et puis, pour moi, le marché va naturellement garder les meilleurs dans la profession. Moi, j'en ai pas de doute là-dessus. Et puis, si on parle de qu'est-ce qui se passe au gouvernement fédéral, etc., moi, je pense que c'est beaucoup plus, en tout cas, à mon humble avis, j'irais beaucoup plus dire que il y a beaucoup d'interprètes qui ont débuté leur carrière suite à l'adoption des langues officielles au Canada et qui ont atteint, et là, ils ont atteint un certain âge, et puis là, il y a une espèce de renouvellement qui est en train de se faire. Deuxièmement, on sait très bien que les conditions de travail et la rémunération qui est offerte sur le marché, sur le marché, mettons, par le fédéral, pour, mettons, être employé au fédéral, pour certains, ça ne pourrait pas être aussi alléchant que de travailler par soi-même, d'être un travailleur autonome. Mhm. Alors là, à ce moment-là, s'il y a des gens qui ne sont pas capables d'être travailleurs autonomes ou alors ils ne font pas assez, ben, ils vont se retrouver comme employés au fédéral, puis c'est pas de mal pour eux non plus. Alors, je te dirais que pour moi, c'est beaucoup plus à ce niveau-là. Puis je n'irais pas dire, par exemple, que c'est vraiment pour inonder le marché ou non, là. Pour moi, ça ne me vient pas à l'esprit. OK. Merci. Merci. Louis? Bonjour tout le monde, bonjour Alain, un plaisir Bonjour, de vous Louis.
On se voit toujours par écran, mais on se voit encore par écran aujourd'hui, là. Dis donc, je voulais simplement te poser une question, mais pour répondre à Gilda aussi, je suis comme d'accord avec Olivier dans le chat. Je ne pense vraiment pas que l'objectif du gouvernement fédéral qui nous a appuyé, Eric, pour son programme, moi pour le nôtre ici à Laval, vise à inonder le marché. Là. Je ne pense, ils sont plutôt, comme dit Olivier, en pénurie, puis ils sont encore en pénurie, puis malgré nos deux programmes, ils vont le rester encore un bout de temps. Alors, je ne pense pas que l'objectif soit de faire baisser les prix non plus. De toute façon, ça n'arrivera pas. Comme dit bien Alain, les prix sont en train de monter, ils sont pas en train de descendre. Juste une question, Alain, tu as abordé, c'était intéressant vraiment ta présentation, puis le volet IA est assez rassurant, je pense aussi, comme le disait Gilda. Sauf que tu n'as pas abordé un des volets de l'IA quand même qu'on utilise beaucoup, et je sais que tu l'utilises toi aussi. Je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, c'est-à-dire utiliser par exemple DeepL pour faire traduire des documents qu'on reçoit à l'avance. Et nous, interprètes, ben là au moins on a quelque chose qui vaut ce qui vaut, qui est pas selon les domaines, pas toujours évidemment parfaitement au point. Mais comme tu le disais bien, on n'attend pas la même qualité d'un interprète de ce qu'on attend d'un traducteur à l'écrit. Et parfois, ça peut quand même drôlement dépanner que d'avoir 10 minutes avant, quand on reçoit un texte, des fois à la toute dernière minute, la possibilité de le passer dans l'IA. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu vas dire. Ben, je, Oui, là. je pense que, premièrement, moi, par exemple, quand je fais l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, c'est qu'on a un discours, une présentation d'un ministre qui va lire à toute vitesse une feuille en 30 secondes. C'est sûr que c'est vraiment bien de le passer par DeepL, mais je ne vais pas toujours lire textuellement tout ce qui est écrit parce que la machine va faire des erreurs. Donc, c'est à ce moment-là que je vais prendre mon jugement. J'ai assez d'expérience, puis je suis capable de réfléchir assez rapidement pour me rendre compte que quand la machine va traduire members par membre, ben moi, je sais que c'est un député. Alors, je n'irai pas, c'est peut-être avec l'expérience aussi, mais moi, je vais être capable d'utiliser mon jugement instantanément pour être capable de produire un bon résultat. Mais c'est sûr que tous ces outils-là viennent nous aider puis nous appuyer. Moi, je fais beaucoup, par exemple, d'interprétation en milieu juridique. Euh, alors, quand je suis arrivé pour la première fois dans ce milieu-là, ben, on s'entend que si je fais des formations qui sont destinées à des juges, donc des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience, et moi j'arrive, je n'interprète, et puis j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, et la première fois que j'ai fait une interprétation sur les recours collectifs, les différences dans le code civil, puis dans tout ce qui est jurisprudence, puis le common law, ben, je me sentais un peu perdu au départ. Alors, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour être capable de comprendre le sujet. Parce que, comme j'ai dit auparavant, si on ne comprend pas, on n'est pas capable de faire une bonne prestation. Alors, moi, ben, au départ, j'ai été chercher, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour me guider et répondre à mes interrogations. Là, on va me dire, ouais, mais l'intelligence artificielle peut se tromper, elle peut halluciner. Sauf qu'au niveau où moi j'ai besoin pour être capable de comprendre mon sujet, une petite hallucination à gauche et à droite ne fait pas de tort quand même. Je suis capable de vivre avec. Puis je suis capable de me rendre compte aussi quand la machine délire ou non. Comme d'habitude, puis c'est fondamentalement une question de jugement. Que ce soit pour lire la situation, pour être capable de faire un meilleur travail que la machine, c'est une question de jugement. Quand je lis l'information produite par l'intelligence artificielle, ce qui va me distinguer, c'est encore mon jugement encore. Alors pour moi, c'est vraiment la note la plus importante ici. Il y a aussi quand même le fait que ce qui fait peur souvent à nos étudiants, c'est de penser qu'ils doivent faire deux choses en même temps, c'est-à-dire parler, puis écouter, puis comprendre. Mais l'utilisation de l'IA, ça veut dire une autre chose de plus à faire. C'est que tu écoutes, tu interprètes, tu lis et tu corriges la machine. Donc, en fait, tu fais quatre choses en même temps. En fait, c'est plus que quatre. Au niveau de difficulté, ça simplifie les choses, mais ça augmente aussi. C'est vrai qu'en termes d'énergie mentale, c'est pour ça souvent que dans les études, on dit que l'interprétation simultanée à distance prend beaucoup plus d'énergie que de se retrouver en cabine. Et ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je dois gérer mon propre ordinateur. Je dois gérer mon écran, je dois gérer un paquet de distractions autour de moi. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir le meilleur environnement possible, puis qu'on ne peut pas faire ça sur le coin d'une table de cuisine. Pourquoi? Parce que on a beaucoup trop de distractions. Alors, d'être capable d'enlever le plus de distractions possible, c'est vrai. Par contre, je veux dire, Louis, auparavant, avant l'intelligence artificielle, tu te souviens bien de l'époque où on nous amenait des cartables avec des feuilles traduites ou non traduites au fédéral, puis là, on devait faire de la traduction à vue.
Donc, est-ce que c'est pas un peu la même chose à partir de là? Ouais. Sauf qu'il y avait moins d'erreurs. Oui, oui, bien sûr. Bon, souvent, il y en avait une qui était relativement correcte, qui avait été faite par un humain. Mais là, il y a le niveau supplémentaire de difficulté qu'on doit corriger ce que la machine fait en même temps qu'on livre le message. Mais c'est intéressant de parler de toutes ces choses-là. Puis comme tu n'avais pas parlé de ce volet-là de l'IA, Oui, je vais te lancer un peu oui, là-dessus. oui, mais c'est très bien, merci. Mais merci beaucoup. En tout cas, c'est super de pouvoir avoir le temps de parler de ces choses-là. Merci. Oui. Merci, Louis. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ne vous gênez pas, il nous reste du temps. Ah oui, vas-y, Myriam. En fait, ma question, ça va être vraiment beaucoup plus dans le pratico-pratique d'une certaine façon. Moi, je suis ici aujourd'hui pour le gouvernement du Yukon parce que l'Assemblée législative est en train d'évaluer les options justement pour de l'interprétation et tout ça. Puis là, ben, évidemment, ils cherchent ce qui va peut-être être le plus efficace, le moins coûteux et tout. Puis si vous aviez des conseils à nous donner sur, disons, les éléments sur lesquels plus se pencher pour être capable de donner un bon argumentaire, qu'est-ce qui pourrait être une bonne solution quand on met un service comme de zéro sur pied? Les considérations les plus importantes à avoir. Je sais que c'est pas super bien formulé comme question, Non, mais je vous comprends mais très juste des pistes un petit peu pour nous aider parce que je veux pas, nous, on s'occupe de la traduction. Donc, c'est un petit peu moins notre domaine d'une certaine façon, mais on voudrait leur donner des bons conseils, en fait. ben, je peux vous donner l'exemple. Ben, on pourrait toujours se parler en privé si vous voulez pour que je vous donne plus de détails. Par contre, ce que je peux vous dire, prime abord, c'est pour travailler avec l'Assemblée législative, puis avoir visité le Parlement Yellowknife, il y a des interprètes en langue autochtone qui sont sur place. Ouais, nous, c'est le Yukon, c'est pas les Non, non, territoires autochtones. je sais, mais je vous donne l'exemple. OK, OK, Je vous oui, donne oui. tout simplement l'exemple de ce qui se fait Parfait, dans le parfait. territoire juste à côté du vôtre. Alors, c'est ça. Eux autres, ce qu'ils font, c'est que pour les interprètes autochtones, dans la langue autochtone, je devrais dire, ils ont les interprètes sur place, parce que souvent, les interprètes autochtones, c'est des aînés. Mm. Alors là, ben, ils sont peut-être pas, ils ont peut-être pas les connaissances ou les équipements pour être capables de s'équiper. Et nous, on est la seule équipe qui se trouve à distance pour l'interprétation français-anglais. Alors là, il y a une équipe technique qui crée le lien Zoom et nous, on les interprète et on se branche. Et puis, c'est comme ça qu'on réussit à fournir les services d'interprétation. Puis vous les faites en simultané, dans le C'est fond. ça, en simultané, bien Toujours entendu. simultané, ouais. C'est ça. OK. Merci. On pourra, oui, je verrai pour demander à Émilie peut-être vos coordonnées, puis on pourra se reparler. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci, Myriam, de t'être branchée à quelque chose comme 8 heures du matin chez vous, ou même 7 heures peut-être. J'espère que je vous ai tenu éveillé. Tout à fait, c'était un bon réveil, ça va. D'autres questions? Moi, j'aurais un j'aurais un commentaire parce que je trouve ça intéressant qu'est-ce que vous avez dit par rapport au jugement. Puis je reviens à la charge avec la formation. Comment on enseigne le jugement, justement? Parce qu'on peut poser la même question pour les traductrices, les traducteurs. On leur dit, on exige d'elles et d'eux d'avoir un bon jugement, une grande culture. Et la question se pose, est-ce que c'est quelque chose qu'on a ou quelque chose qu'on peut apprendre ou acquérir? D'après Je vous. je pense que ça vient avec l'expérience de vie. Je me souviens, par exemple, moi, j'ai commencé mes études sur le tard. Avant d'arriver même en traduction à l'Université Laval, j'étais parti sur le pouce à Vancouver. Et après ça, j'ai été des mois en Europe. J'ai été habité 6 mois en Corée du Sud. Et puis quand j'ai rencontré M. Jolicoeur pour la première fois en 2004-2005 à peu près, il m'avait dit, ah, vous avez l'air à avoir vu neiger. C'est ce que M. Jolicoeur avait dit à l'époque. Mais j'étais déjà plus vieux que les autres étudiants en traduction lors du bac. J'étais encore bien plus jeune qu'aujourd'hui, mais au moins, je pense que l'expérience de vie, le voyage, tu sais, d'être capable de se former comme individu, pour moi, ça restera toujours la meilleure école pour nous apprendre ce jugement dont on a besoin plus tard dans notre carrière.
Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'expérience de vie. Je veux dire, je sais que je parle à tous des gens qui sont dans un milieu académique ici, universitaire, mais moi, je mets beaucoup d'emphase sur cette combinaison-là. On ne peut pas tout simplement rester assis sur les bancs d'école. On ne peut pas seulement rester à l'extérieur à devenir un vagabond, quoique ça aurait été une de mes fantaisies à une époque. Mais je pense que cette espèce de combinaison des deux amène ce petit plus qui va être capable de faire qu'on est un petit peu différent sur le marché. Et puis, si on veut réussir, il faut être différent. Il faut être capable, tout en sachant naviguer, il faut être capable d'apporter sa propre couleur. Merci, merci. Très bien. Merci. Merci à tous. Donc, je me permets un dernier commentaire au cas où quelqu'un se trouverait une question pendant ce temps-là. Vous parliez tantôt, Alain, est-ce que les étudiants sont moins intéressés à venir en interprétation parce qu'elles ont l'impression qu'il n'y aura pas d'emploi dans le futur? Pour avoir été à la journée porte ouverte de l'Université Laval, où je représenterai entre autres notre nouveau programme en interprétation, mais tous les programmes en traduction, les étudiantes, non, mais leurs parents, oui. Ah, Donc, ce qu'on entend beaucoup, c'est les parents disent, oui, mais là, avec l'intelligence artificielle, ils vont-tu avoir du travail, ils vont-tu avoir du travail? Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que les étudiants, peut-être parce qu'elles connaissent mieux l'intelligence artificielle, peut-être parce qu'elles ont plus d'espoir et sont moins cyniques, ou la combinaison des deux, sont moins inquiètes que leurs parents qui eux, évidemment, ont à cœur que leurs enfants réussissent, là, c'est tout à fait normal. Mais oui, donc moi, j'ai senti cette tendance-là qui était plutôt du côté parental que du côté des enfants. Et si on regarde nos stats, la quantité d'étudiantes qui sont venues nous voir au kiosque cette année est comparable à ce qu'on a vu au cours des 3 dernières années. Donc, il ne semble pas y avoir une baisse d'intérêt, mais bon, à suivre. ouais, ben, je dis toujours que le temps passe plus vite que nos intentions. Donc, peut-être que vous avez le temps de faire une belle carrière avant que tous les changements technologiques que l'on suppose arrivent. Effectivement. Donc, je lance un dernier appel à questions ou commentaires avant de vous remercier. D'accord, je vais prendre ça comme on a fait le tour et aussi on arrive à l'heure à laquelle on est supposé terminer. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Merci, Louis. Et puis, je vous rappelle que la conférence va être disponible, oui, en diffusion dès la semaine prochaine. Vous allez pouvoir la voir sur notre LinkedIn et garder l'œil ouvert pour l'annonce de notre prochaine conférence qui sera au mois d'avril. Merci beaucoup encore à M. Breton d'avoir été là aujourd'hui et très disponible pour les questions. Et je vais vous revenir pour le numéro de la batterie que vous avez, pour lequel vous avez déclenché des intérêts dans notre clavardage. Tout à fait, tout le monde. Je vous rappelle pour Found in Interpretation Podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et Le lien puis, dans le clavardage. C'est le temps d'y oui, aller, oui. là. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Au Bon revoir. après-midi, bon week-end. Merci.